Michel Onfray est notre invité. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Écrivain, philosophe bien sûr. On est en pleine actualité politique avec cette loi sur l'immigration qui ne sera pas débattue à l'Assemblée nationale. Les députés ont décidé de voter une motion de rejet, ce qui fait que le texte repart dans les limbes. Les voix des LR se sont mêlées aux voix du Rassemblement national, aux voix des écologistes, aux voix de la France insoumise. Quelles leçons peuvent en tirer les Français, à votre avis, Michel Onfray? Un grand sentiment d'écœurement. Je crois que les Français voient bien qu'il y a de la politique politicienne là-dedans, dans tout ça, qu'on n'a pas vraiment beaucoup le souci de la France et des Français, que les Français ont aussi un peu ce que sont leurs problèmes, pas besoin de faire des sondages ou de demander à tel ou tel. Si on est un chef d'État un peu lucide, on sait ce qui se passe en France, on sait ce que sont les problèmes. Pouvoir d'achat, immigration, etc. Enfin, politique étrangère. Sécurité, ça part partout, quoi. Donc les gens font de la politique politicienne, mais c'est surtout un grand désaveu d'Emmanuel Macron. De lui-même ou de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin? Non, Darmanin, c'est rien. C'est Emmanuel Macron qui est mis en question dans cette aventure. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de campagne présidentielle, il a juste surfé sur la guerre de Russie en disant, on va voir, moi je suis un chef d'État au-dessus des contingences de politique politicienne. Je suis le candidat naturel, bien sûr, et bien évident que je me représente, mais je ne vous le dis pas, mais le moment venu, il suffira juste de voter pour moi. Après, on fait juste savoir, quand on a gagné, et qu'on a gagné au premier tour, que, attention, au deuxième tour, si on ne veut pas avoir Oradour-sur-Glane, il faut quand même y aller pour voter pour lui. Donc, pas de campagne. On se dit, il y aura peut-être un moment de vérité avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale dit, on ne vous donne pas la majorité. Et lui dit, tant pis, je gouverne avec le 49-9-3, rien à foutre. Et puis là, on lui redit que finalement, la politique politicienne plus l'hypothèse d'un 49-3, tout ça fait que la France n'est pas gouvernée, elle est devenue ingouvernable. Un chef de l'État ne peut pas se permettre de laisser faire une France ingouvernable. Ça veut dire quoi? Alors que le chaos menace à nos portes un peu partout, et on a un chef d'État qui n'a pas les moyens d'imposer une politique parce que les Français l'ont désavoué. Il a été élu par défaut sur un programme qui est assez problématique. On ne sait pas trop. Il est pour, il est contre. Une fois le Hamas, une fois Israël. On ne sait pas trop. La bougie pour les Juifs, puis bientôt peut-être une date pour les otages, pour les musulmans, et puis etc. Donc il y a une illisibilité, et surtout la France n'est pas gouvernée, quoi. C'est parti pour 10 ans. Michel Onfray, alors quelle est la solution? Que reste-t-il comme option à Emmanuel Macron? S'il avait un peu une multitude. Il y a plein de choses à faire. Il peut démissionner puis dire je veux une vraie élection. Est-ce que vous y croyez, non, sincèrement? Pas du tout. Okay. Il y a une autre possibilité qui consiste à dire je dissous l'Assemblée nationale et puis on fait une vraie majorité, on écoute le peuple un peu. Ça fait des années qu'il n'écoute pas le peuple. Ça fait même des années qu'il méprise le peuple en disant vous me dites des choses là mais je vous méprise. C'est-à-dire il y a des gens qui peuvent faire des manifestations interdites quand il s'agit de défendre la famille Traoré alors que c'est interdit de sortir pendant le Covid. Ça, il n'y a aucun problème. On a même un Castaner qui nous dit qu'il est prêt à mettre le genou à terre pour célébrer des manifestations interdites. Et puis quand on a des gilets jaunes, on leur arrache les mains, on leur arrache les yeux. Donc il y a un moment donné où les Français ils disent mais on vous dit juste, d'ailleurs souvenez-vous, les gilets jaunes c'était non loin de Noël. On n'a pas les moyens d'acheter des jouets à nos enfants, à nos petits-enfants, on n'a pas les moyens de mettre de l'essence dans la voiture qui nous est nécessaire pour travailler. Et lui dit on va faire des petites sorties un peu partout, on va voir avec les préfets, je vais vous expliquer la bonne parole. On ne peut pas mépriser les Français aussi longtemps. Marine Le Pen dit que c'est un désaveu du gouvernement, un désaveu du en même temps macronien. Est-ce qu'elle a tort sur le fond? Et est-ce que la partie qu'elle a jouée aujourd'hui, c'est-à-dire de voter cette motion de rejet, finalement ne va pas se retourner contre elle? Elle est en train de se normaliser plein pot, et puis elle fait tout ce qu'il faut pour ça. Elle fait aussi de la politique politicienne, ça y est, elle est rentrée dans le jeu, c'est très visible. J'entendais l'autre jour chez Sonia Mabrouk expliquer qu'il n'y avait pas de guerre de civilisation, que c'était quand même monstrueux. Enfin, on avait vraiment l'impression d'entendre un socialiste. Enfin, tout ça était formidable. Là, elle roule tombeau ouvert en direction de l'Élysée, et ça risque de marcher. Simplement, on a vu avec Mélanie, avec le comique en Argentine, là, qui, dans les 48 heures, a commencé à nommer ses ennemis, à abandonner l'essentiel de son programme. Javier Milei. Elle a cessé d'être crédible, et plus ça va, plus effectivement, elle montre ce qui l'intéresse. Elle aussi, c'est pas la France, c'est pas les Français, c'est pas le problème des Français, c'est juste l'accès au pouvoir. D'accord, intéressant. Une question peut-être d'Éric Revel. Oui, Michel Onfray, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le président de la République, qui se mêle de tout, avait déclaré un jour qu'il fallait mettre en place une filière de pompes à chaleur. Alors j'en parle parce que quand on est chef de l'État, en général, on a des domaines réservés, vous voyez, l'armée, les affaires étrangères, et il avait été jusque-là. Donc en fait, j'aimerais que vous précisiez votre pensée, parce qu'on a dit, c'est une claque que prend... il prend une porte dans la figure de Darmanin, mais en réalité, celui qui prend vraiment la porte, c'est Emmanuel Macron et sa façon de gouverner. Est-ce qu'il ne pourrait pas s'en sortir, par exemple, sur la question de l'immigration, avec un référendum? Ce serait une façon de redonner... Alors, je suis incapable de vous dire quelle question il faudrait poser. Mais voilà, c'est une façon de redonner... Parce que dissoudre l'Assemblée nationale, c'est s'ouvrir une nouvelle crise politique pour lui et pour la définition qu'il a de son propre pouvoir. Michel Onfray. En démocratie,
c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Avec le général de Gaulle, c'est très précisément ça. C'est le peuple qui donne la souveraineté au souverain. Et si le souverain perd sa souveraineté, alors il remet en main, il démissionne et il remet en main le pouvoir au peuple en disant « vous allez me le dire. Voulez-vous que je reste ou voulez-vous que je m'en aille ?» Vous connaissez l'histoire. Et c'est ça le contrat social. C'est juste qu'il retrouve le contrat social en sollicitant le peuple. Le peuple n'est pas fait que pour se prendre des coups de bâton dans la figure. Le peuple, il est là parce que normalement, il doit désigner soit ses représentants, soit une politique, soit son chef de l'État. Et c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il méprise le peuple, il le fait savoir régulièrement. Donc il ne va pas faire de référendum, il sait très bien qu'il les perdrait. D'abord, ça deviendrait une espèce de plébiscite contre lui, quelle que soit la question posée par Macron. Il dirait, voilà, voulez-vous qu'il fasse beau en hiver? Les gens diraient non, parce que la question a été posée par Macron. Il y a quelque chose qui fait qu'il est méprisé. Il méprise, il est méprisé. Avec à traverser la route pour trouver du boulot. Si vous voulez des costards comme moi, vous n'avez qu'à bosser, etc., etc. Vous allez travailler plus longtemps. Un mépris incroyable. Donc il ne va pas demander au peuple, il n'y aura pas recours au référendum, il sait qu'il les perdrait. Donc il ne va pas demander au peuple, pas plus qu'il ne dissoudra l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faudrait de l'élégance, de la grandeur et qu'il en manque. Michel Onfray, on a parlé du Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon dit Darmanin a dompté les groupuscules macronistes mais pas l'Assemblée nationale. Ça sent le bout de chemin pour sa loi et donc pour lui. Quelle est la responsabilité de la France insoumise dans la situation que nous vivons aujourd'hui et pas seulement sur le plan de cette loi immigration? La stratégie de Mélenchon est très simple, c'est une stratégie de putschiste. Rappelons quand même que la révolution en Union soviétique ne s'est pas faite parce que les peuples aimaient tellement Lénine que c'est un coup d'État. Octobre 1917, avec un Lénine d'ailleurs qui se met une perruque de femme, on oublie quand même de le dire si on veut vraiment faire de l'histoire. Et bien là, Mélenchon, il joue la stratégie du pourrissement en disant « moi j'arrive derrière » et puis voilà. L'hypothèse, c'est que si tout est pourri, si effectivement il y a plus personne ne veut de Macron, des macroniens, qu'Édouard Philippe n'est pas sollicité, et qu'il y a une espèce de Vauquier qui sort en disant, au fait, n'oubliez pas, j'arrive directement de colomber les deux églises, vous pourriez voter pour moi. Il peut faire avec un 19 ou 20% un ticket qui le met avec Marine Le Pen au second tour des présidentielles. C'est-à-dire exit le PS et les Républicains qui sont allés se vendre à Macron, exit Macron parce que Macron ne peut plus, et là d'un seul coup, deuxième tour aux élections présidentielles, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Lui joue ça, en disant que le fascisme... Il le joue, bien sûr. mais est-ce que ces prises de position récentes, notamment le fait de ne pas dénoncer les crimes terroristes du Hamas, ne vont pas lui coûter cher, finalement, dans même son électorat? Eh bien, il faut voir ce qu'on perd et ce qu'on gagne. C'est pas un jeu à somme nulle, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait en faisant ça, il a fait un compte. Parce que c'est pas quelqu'un qui a des convictions, il y a juste des intérêts, mais enfin, ils sont nombreux dans ce cas-là, et je pense que les intérêts, c'est de dire, bon, pour arriver à cette stratégie d'être présent au second tour, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, s'il faut dire l'inverse, il le dira, il n'y a aucun problème. Il a dit, il y a une époque, il était contre le voile, maintenant il est pour, enfin, il était pour le général de Gaulle et Jaurès, maintenant il est islamo-gauchiste. Donc la stratégie qui sera la bonne pour lui, c'est celle qui lui permettra d'être au second tour. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc pourriture, pourriture, pourriture. Enfin, je dis pas que c'est une pourriture, je dis, il faut jouer la pourriture sociale, pour dire à un moment donné, j'arrive pour nettoyer les écuries d'Augias, et je suis le seul homme, sinon c'est le fascisme. C'est le fascisme ou moi. Oui, moi je crois qu'il conflictualise absolument tout. Oui. Il est pour le chaos. Je pense que c'est une stratégie très réfléchie et très politique. En fait, il essaie d'avoir une base incontournable qui est le vote communautaire. Et je vous donne mon billet que 2 ans avant l'élection, il adoucira et visera une autre. Mais il aura acquise cette base-là. Et donc, cette base plus, un peu plus, ça peut lui permettre d'être au second tour. Ah mais moi, je dis depuis des années qu'il faut se méfier de ce monsieur qui nous dit du bien de Robespierre. Si on connaît un peu l'histoire de la Révolution française, quand Robespierre parle du peuple, il parle juste de la violence du peuple qu'il déchaîne pour faire de telle sorte qu'il puisse dire « Regardez, la voix du peuple, c'est moi ». C'est l'idée qui reste de Robespierre. Mais quand on est robespierriste, qu'on défend la terreur, la loi sur les suspects, 1793, moi je dis depuis très longtemps, faites attention. Je me souviens d'un certain Laurent Geoffrin qui me disait « Où est la guillotine de Mélenchon ?» Ben elle est là. On la voit arriver avec ce type qui nous dit « Ce qu'a fait le Hamas, c'est de la résistance ». Je rappelle quand même à ces gens-là que si on veut faire un peu d'histoire de la résistance française, celle du général de Gaulle, pas celle des communistes après le pacte germano-soviétique, celle du 18 juin 1940, alors à ce moment-là, il suffit de regarder qu'il n'y a jamais eu, me semble-t-il, de résistant qui ait mis le feu ou une bombe dans un cinéma parce qu'il y aurait eu 3 officiers nazis en tuant 250 Français innocents. Donc la résistance du général de Gaulle, elle tue des gens qui sont des miliciens, qui sont des dénonciateurs, qui sont des vichistes, etc., mais pas des innocents. Là, le Hamas a tué des innocents. L'idée de dire qu'il s'agit de résistance, c'est très précisément être dans la logique de l'Iran. C'est l'Iran qu'on défend dans ces cas-là, c'est pas du tout seulement le Hamas. Michel Onfray, vous dites face à l'islamisme, il faut soutenir Israël et se battre pour défendre l'Occident. Pour vous, les terroristes du Hamas, ce sont les nouveaux nazis?
Ouais, je me bats contre le fait qu'on puisse convoquer Hitler comme ça, un peu n'importe quand, n'importe comment. J'ai parlé tout à l'heure d'Oradour-sur-Glane, mais ce que le Hamas a fait, ça s'apparente à ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane. On arrive dans un village et puis on a l'intention de tout détruire. J'ai vu l'autre jour que des jeunes avaient prévu ça en Bretagne, d'égorger des gens dans un village entier. C'est une stratégie qui, effectivement, s'apparente aux nazis. C'est-à-dire les résistants n'ont jamais fait une chose pareille. Si on est incapable de penser que c'est effectivement une guerre civile que j'ai appelée en son temps à bas bruit, mais c'est un Elle bas est bruit. toujours à bas bruit, C'est cette guerre c'est un bas bruit qui fait de plus en plus de bruit. Et il est de moins en moins bas, il est de plus en plus haut. Et avec une France ingouvernable, comment voulez-vous répondre à ça ? C'est-à-dire, ce qu'il ne peut pas faire concernant ce projet de loi Darmanin, il ne peut pas le faire sur le reste. Comment voulez-vous qu'il réponde à ce qui se passe un peu partout en France ? Il n'a pas les moyens. Mais la guerre civile, Michel Onfray, c'est deux parties de la population qui s'affrontent. Qui s'affronte aujourd'hui ? Écoutez, je suis en train de relire quelque chose que j'avais lu il y a très longtemps de Guy Hockenheim, qui est un 68ard, qui avait écrit un livre qui s'appelait Beauté du métis, et le sous-titre était Réflexion d'un francophobe. Francophobe, ok. Francophobe. Et donc, quand on me dit, mais qui s'oppose à qui ? Les francophiles et les francophobes. Je crois qu'il y a des gens qui nous disent qu'ils détestent la France, le drapeau français, tout ce qu'a fait la France, tout ce qui représente la France, l'histoire de France, Napoléon, le général de Gaulle, Colbert, le Code noir, etc. Les mêmes qui nous disent que le Code noir, c'est pas bien. On est d'accord, le Code noir, c'est pas bien. Trouvent que le Code noir d'aujourd'hui, qui permet par exemple de louer des utérus et d'acheter des enfants, dans un livre que j'ai fait, que vous avez d'ailleurs là, je raconte ce qui est... Le fétiche et la marchandise. Oui, je lis, moi, un texte aujourd'hui qui est le texte que vous signez, les contrats que vous signez quand vous louez votre utérus. Mais alors là, pour le coup, le code noir, c'est loin derrière. Alors ces gens disent le code noir, c'était pas bien, on est d'accord. Mais ils trouvent très bien aujourd'hui qu'on puisse faire des codes noirs pour acheter et vendre des enfants. C'est ce qu'ils appellent être progressiste aujourd'hui. Donc oui, je crois qu'il y a effectivement une façon d'être francophobe, qui consiste à dire que tout ce qui est français est détestable, sauf... Je ne sais plus qui disait l'autre jour, la CAF, les allocs, les subventions, ça c'est très bien pour la France. Pour le reste, on n'en veut pas, on les déteste. Pas de drapeau français. Si vous avez le malheur de mettre un drapeau français à votre fenêtre, vous êtes un fasciste. Alors vous avez le droit s'il y a une Coupe du Monde de football. Sinon, vous êtes un dangereux nationaliste, etc. D'extrême droite. Oui, d'autres fois même Darmanin, le fameux Darmanin là, qui dit qu'il y avait un groupement qui s'appelait Charles Martel, en disant mais le simple nom de Charles Martel fait froid dans le dos. Mais il a fait quoi, Charles Martel ? Il a arrêté les Arabes à Poitiers. Donc ça fait froid dans le dos qu'on puisse arrêter les Arabes à Poitiers. J'aurais aimé faire une petite conversation historique avec Darmanin pour nous expliquer pourquoi le nom même de Charles Martel nous fait froid dans le dos, alors qu'il s'appelait comment ? Gros Bouboule ou je ne sais pas quoi. Gros Lardon. Gros Lardon. Le mouvement de l'ultra-droite. On doit avoir froid dans le dos. On doit avoir peur quand Gros Lardon menace la sécurité française et la nation. Éric Revel, une question à Michel Onfray. Oui, non, j'écoute avec toujours beaucoup d'attention Michel. Question, et puis en fait, on voit bien que la société bouge beaucoup sur ses idées. Je vais vous lancer un concept, comme vous êtes un philosophe, vous allez me dire ce que vous en pensez. Dans les décennies précédentes, dans les années 80, c'était la gauche qui mettait sur la table du débat national les grandes idées qui allaient faire le débat. C'est Gramsci, on ensemence le terrain culturel. Et donc, les réactionnaires, c'est ceux qui étaient en réaction à ces grandes idées, donc les gens de droite. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les thèmes, alors peut-être pas celui du pouvoir d'achat, mais par exemple de l'immigration, qui a toujours été un thème tabou pour la gauche, prise entre son antiracisme et avoir une position claire, en fait c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est plutôt la droite qui met les thèmes du débat national sur le débat, et donc ceux qui réagissent, ce que j'appelle les néo-réactionnaires, sont plutôt les gens de gauche. Oui, mais moi j'aime la France. Non, mais ça vous va comme idée ou pas ? Ou je suis complètement à côté de ma... Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, quand on dit la gauche, il faut voir qu'il y a quand même des gauches. Oui. Alors, vous avez raison. La mienne, qui est une gauche proudhonienne, anarchiste, coopérative, mutualiste, etc. Mais je veux dire, Jean-Pierre Chevènement, c'est pas Laurent Fabius. Enfin, ça dépend quel Laurent Fabius, vous me direz. Mais c'est pas, disons, François Mitterrand. Ça n'était pas non plus le Parti communiste. Alors peut-être de Robert Hue, à l'époque, disons, si on veut garder ces références-là. Moi, j'ai toujours aimé Jean-Pierre Chevènement, qui par ailleurs est un ami, et qui a toujours défendu la République, la laïcité, l'école, la fraternité, etc. Non, vous avez raison, mais il avait aussi navigué politiquement. Il est parti du CRS, qui était la gauche du Parti Socialiste, pour se recentrer un peu plus. Mais bon, vous avez raison. Il a tenu des idées, il les a défendues. Il a démissionné. Et qui ne sont plus là. Ouais. C'est-à-dire, quand j'écoute, moi, Philippe de Villiers, par exemple, je me dis, mais il y a des moments, si vous l'avez un peu à la dégustation... C'est Jean-Pierre Chevènement. Et oui. Sur la dégustation à l'aveugle. Hein, il est tous les vendredis soirs sur ce plateau. Vous dites, allez... On ne sait pas que c'est lui qui parle. Le texte est donné. On dit, vous pensez quoi de ce texte ? Il y a des moments où on se dit, mais c'est du Chevènement parfois. L'histoire, il a fait l'autre jour une démonstration formidable en disant, c'est pas perdu, etc. C'est du général de Gaulle. C'est du général de Gaulle tout cru. Et en même temps, c'est un gaullisme de gauche. C'est-à-dire un gaullisme qui dit, mais attendez,
le peuple, la nation, ça faisait corps quand même en 1792 et même en 89. 92, on n'est pas obligé de choisir 1793. Donc il y a un moment donné où on se dit cette gauche est morte et enterrée par la gauche maastrichtienne qui nous a dit que Jean-Pierre Chevènement était insupportable. Je rappelle quand même, vous vous souvenez de l'histoire de Saddam Hussein, que Bernard-Henri Lévy stigmatisait Jean-Pierre Chevènement en disant qu'il était saddamite. On a oublié ça. Personne ne court après l'insulte homophobe là, sur ce sujet-là. Mais c'était l'insulte qui était prêtée par Globe, par BHL, etc. à Jean-Pierre Chevènement, juste parce qu'il défendait un islam laïque. Et la gauche aujourd'hui, Michel Onfray, Onfray, cette gauche-là n'existe pas, évidemment. Non. La droite non plus, il ne reste donc que les extrêmes. Ça dépend de la droite, je pense qu'elle se modifie. Alors si c'est une droite de gauche à la Juppé, c'est pas la droite ça non plus. Et je veux dire qu'il y a une façon de reprendre en main la République, la laïcité, le féminisme, l'école, la culture, l'humanisme, par certains réacs, si on veut. Moi, je suis pas contre. Je veux bien être un réac de gauche. S'il s'agit d'être un progressiste, juste en défendant l'allocation des utérus et la vente des enfants, voire là récemment... Non, mais je ne m'adressais pas formellement à vous. Non, je vous le dis amicalement. Il a compris, non, je vous le dis amicalement. Mais par exemple, Peter Singer est un philosophe qui aujourd'hui nous dit qu'on doit pouvoir coucher avec les animaux. Ça, c'est le nouveau progressisme en nous disant, mais il est antispéciste. Si vous allez jusqu'au bout de l'antispécisme, ça les distingue pas des... Mais vous avez des gens de cette gauche globe de l'époque, je crois Pierre Berger, si ma mémoire est bonne, qui expliquaient qu'on pouvait louer le ventre d'une femme puisqu'on avait loué les épaules d'un ouvrier. Absolument. La caissière, il parlait d'une caissière en disant qu'on louait sa force de travail et que c'était la même chose. Un dernier mot, Michel Onfray. Vous êtes pessimiste pour ce qui va suivre. On a décrit, c'est ce que vous décrivez comme une guerre civile à bas bruit. Est-ce qu'on va vers une guerre de civilisation ? Moi, je crois qu'il faut peu de choses pour mettre le feu aux poudres, parce que la poudre est répandue. Ça fait des années que la poudre est répandue, et il faudra très très peu de choses. Je pense que... Alors pour le coup, l'extrême droite, ça fait des années qu'on voit de l'extrême droite partout, mais une vraie extrême droite, c'est-à-dire militarisée, qui défend la violence, qui refuse la République, et qui pense qu'il faut faire triompher ses idées avec des armes à feu. Si jamais cette extrême droite-là arrive vraiment, c'est comme quand on crie au loup et qu'il n'y a pas le loup, mais si cette extrême droite arrive un jour, elle aura bonne mine, cette gauche qui voyait des fascistes partout. Donc ce n'est pas le Rassemblement national, cette droite que vous décrivez. Le Rassemblement national, c'est Chirac des années 70, il faut arrêter de se faire peur. C'est un masque ils lui mettent un masque sur le nez en disant une moustache, en disant c'est Adolf Hitler. Non, c'est le Chirac du bruit et de l'odeur. Encore, même pas. Michel Onfray a été l'invité de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup. J'ai cité le fétiche et la marchandise, mais votre dernier livre, c'est Théorie de Jésus aux éditions Bouquin, et puis la revue de Front Populaire avec ce titre Planète à vendre, la marchandisation du monde. Très bon numéro de Front Populaire. Merci à vous, Michel Onfray. Merci Eric Revel. Merci beaucoup. Sur Europe 1, c'est Hélène Zélani qui vous attend pour l'information, et Christine Kelly, bien sûr, sur CNews pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.